Si vous me suivez depuis un petit moment, vous êtes au courant que j'apprécie beaucoup les openings d'anime. Pendant un an et même plus, j'ai réalisé des vidéos dans lesquelles je vous faisais part de mes openings favoris au travers de top et sélections à thème commentés par mes soins. Mais de peur de perdre certains d'entre vous, je me suis toujours un petit peu limité à parler de la musique, qui pour 99,99999% est le seul facteur important qui fait qu'un opening soit bon ou non, malgré qu'en réalité le visuel ait bien son importance. Cela fait depuis longtemps également que j'ai découvert la chaîne d'un anglophone nommé Jeff, également connu sous le nom de Mother's Basement, qui fait des analyses d'opening dans lesquelles il décortique les différents plans présent dans l'opening afin de mettre en valeur ce qu'il y a d'intéressant dans le visuel de celui-ci. Et étant donné qu'actuellement personne ne propose ce genre de contenu au sein de notre communauté, que le projet avant que je connaisse le personnage m'intéressait déjà et que je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de continuer à parler d'opening sur cette chaîne avec des vidéos bien plus intéressantes et travaillées que ce que je proposais avant sur le sujet, j'ai décidé de m'y mettre. Attention, j'avertis qu'il y aura du spoil dans cette vidéo, malheureusement j'aurai besoin de faire des références à certains passages de l'anime pour appuyer mes propos. Je précise également que je ne détiens pas la vérité absolue. Sur ce, let's go! Et on commence cette série par parler d'un opening qui est pour moi un des meilleurs de 2017, il s'agit de celui de Princess Principal. L'opening nous plonge directement de façon grandiose dans son univers dès les premières secondes avec une machinerie nous proposant un décor steampunk très facilement reconnaissable qui sera appuyé par des décors présents tout au long de l'opening ainsi que les quelques rouages présents lors de l'apparition du titre de l'anime, rouages qui sont le symbole même du steampunk. Ce début d'opening dévoile les 4 espionnes que nous suivrons durant tout l'anime. Ces 10 premières secondes sont très intéressantes car elles permettent de nous faire une idée de l'univers dans lequel l'anime va nous plonger ainsi que du groupe de protagonistes que l'on suivra tout du long. Le tout avec une ambiance assez spéciale et intrigante, notamment de par les tons utilisés avec des tons verdâtres qui d'un point de vue esthétique fonctionne très bien. Cette couleur a le don de se marier au décor style steampunk pour rendre ce début d'opening agréable visuellement. Ce ton vert sera également très présent tout du long de l'anime car il représente la cavorite, une substance qui servira d'artefact régulièrement utilisé par Ange lors de ses missions. Après le visuel du titre, la transition vers la présentation plus en détail des différents personnages se fait via l'apparition d'oiseaux. Si on fait bien attention, ils sont au nombre de 5, ce qui n'est pas hasard car nos main caractères sont au nombre de 5 également. Alors concrètement, je travaille pas dans un zoo, mais j'ai remarqué que ces oiseaux sont visiblement des colombes qui ont une multitude de symboliques, comme vous le savez probablement. En effet, dans ce cas-ci, elles symbolisent l'amour, surtout d'un point de vue de la fidélité. Le rapprochement peut être facilement fait entre nos espionnes et le fait qu'elles soient toujours aux ordres de leur supérieur hiérarchique, quoi qu'il arrive. Or, j'ai bien parlé d'amour il y a quelques secondes. La logique voudrait donc que nos espionnes soient fidèles, non pas à leur patron, mais bien à Princess, ce qui se confirmera dans les derniers épisodes de la série, avec le dernier arc, si on peut appeler ça comme cela, lorsque les ordres des supérieurs seront de capturer Princess, mais que nos espionnes lui resteront fidèles et refuseront d'exécuter les ordres. Alors, je venais de vous dire que justement que je ne travaillais pas dans un zoo, et bien énorme spoiler, je ne suis pas fleuriste non plus, faut le savoir. Mais si on fait un petit peu gaffe aux 25 prochaines secondes, celles-ci sont destinées à nous présenter les héroïnes une à une. Chacune d'entre elles est associée à une fleur. Jetons-y du coup un petit coup d'œil. Ange est représenté avec ce qui pourrait s'apparenter une jacinthe des bois, qui est considérée comme une des fleurs préférées des Anglais, d'après les quelques recherches que j'ai pu faire en tout cas. À savoir que l'anime se déroule à Londres, donc c'est un choix assez pertinent, il n'y a pas de signification particulière pour le personnage, si ce n'est que cette fleur est très appréciée et est associée justement au personnage principal de la série. Coïncidence? Eh bien, je ne pense pas. Ensuite, Dorothy. Alors avant toute chose, sachez qu'elle entre définitivement dans ma team personnelle de waifu. Non, sérieusement, elle est pas juste trop canon. La plante qui la représente est l'Ancolie commune, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la double face que cache celle-ci, entre ce que l'on croit et ce qu'elle est réellement. Effectivement, au Moyen-Âge, elle était considérée comme une plante magique aphrodisiaque. Si tu te parfumais à l'aide de ses graines, tu devenais irrésistible, tout comme Dorothy au final, et ses pouvoirs de séductrice qu'elle utilise pour faire diversion quand elle fait face à des gardes plusieurs fois durant les 12 épisodes. Or, dans les faits, l'Ancolie commune possède une substance toxique, une fleur jolie en apparence, mais très dangereuse. Donc, tout comme Dorothy, une charmante jeune femme en apparence, mais qui cache bien son jeu et qui peut être fatale. On se laisse facilement berner par sa beauté, mais une fois pris au piège et un petit peu trop proche d'elle, on est foutu. Concernant Béatrice, je dois avouer que je n'ai pas trouvé de fleur en forme d'écrou, logique en même temps. Je pense simplement que cette fleur la représente via le fait qu'elle la voit trafiquer, car elle fut sujet d'expérience de son père étant plus jeune. Elle est donc différente physiquement des autres, et c'est cette différence dans l'apparence de la fleur qui tente d'accentuer ce fait. Mais si quelqu'un a une meilleure explication ou reconnaît la fleur en elle-même, on sait jamais, qu'il me le fasse savoir en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Enfin pour Shizé, on va la faire simple, il s'agit de fleurs de Sakura, ça nous fait donc comprendre qu'elle est japonaise tout simplement. Sa position à genoux est également un indice pour deviner son origine culturelle. Pour ce qui est des fleurs, c'est fini. En revanche, un autre élément de décor nous indique l'origine de chacun des personnages, à savoir le mur de fond. En effet, pour la faire assez rapide, le mur en brique est celui que l'on peut apercevoir dans le quartier de Londres à cette période, car Ange a vécu son enfance dans la pauvreté et ces mêmes quartiers. Quant à Dorothy, on remarque dans l'épisode 4 qu'elle reçoit la mission de son supérieur au sein d'une bibliothèque. Dorothy est également plutôt intelligente et les livres sont un symbole de connaissance et donc pourrait être une référence à cette qualité du personnage. On pourrait éventuellement y voir à travers les livres une forme d'ascension sociale pour le personnage. En effet, la bibliothèque, que l'on entrevoit à plusieurs reprises dans l'anime, se situe au sein de l'école, sachant que notre chère Dorothy vient
des bas quartiers et a toujours été maltraité par son père et qui aujourd'hui ne manque de rien, se voit travailler au sein d'un groupe d'agents secrètes, donc possède une place au sein d'une école prestigieuse et côtoie la princesse, donc également le milieu de la noblesse. Quant à Béatrice, on voit un mur sur lequel un motif s'apparentant à un symbole d'une famille noble est perceptible. Il s'agit d'un lien au fait qu'elle ait toujours été dans ce milieu, en compagnie de Princess. Et enfin, on en a déjà parlé pour Shizé, et le fait qu'elle soit à genoux est une manière de nous mettre la puce à l'oreille sur son origine. Mais quelque chose est également intéressant dans ce plan. Un jour, un grand homme a dit: le cadre n'est jamais anodin. Le cadre n'est jamais anodin. Cet angle de caméra sert à nous montrer que Shizé a bien plus de poids sur les épaules que quiconque dans la série, sachant qu'en plus de devoir assurer son rôle d'espionne en compagnie des autres héroïnes, elle a l'avenir de son pays entre ses mains. Elle ne peut négliger son rôle et c'est pour elle une pression en plus à subir. Enfin, la personnalité de chacun des personnages est assez facilement cernable de par leurs expressions faciales durant les plans de présentation. Les lunettes blanches de Ange qui ne permettent pas de voir à travers afin de donner un côté mystérieux au personnage jusqu'à ce qu'elle les enlève, comme une couverture, une coquille qu'il faut passer avant de connaître réellement la personne. Ensuite, elle laisse place à un air très sérieux comme à son habitude. Rares les fois où vous verrez Ange avec d'autres expressions sur le visage durant la série. Quant à Dorothy, elle nous offre un sourire malicieux, le personnage le plus espiègle du groupe. Béatrice a l'air vraiment peu sûre d'elle, dû au fait qu'elle soit novice en tant qu'espionne et a donc plus peur du danger que les autres. Elle est peureuse, prudente, il manque un peu de confiance en elle. Quant à Chizé, elle reste impassible, comme à son habitude. À la moitié de cet opening, on a une idée de l'univers qui nous attend, des personnalités, origines et particularités des différents personnages. Une mine d'informations très utile pour le spectateur qui fait attention et qui s'apprête à visionner l'animé, et très sympa à remarquer pour ceux qui ont déjà vu la série. Pour continuer, nous avons un plan sur la 5e héroïne, Princess, qui seule va s'élever, se retourner et être en chute libre au-dessus d'un Londres du 19e siècle. Cette scène fait référence via la rotation de Princess et le fait qu'elle soit lâchée dans le vide, au fait qu'elle va changer de vie lorsqu'elle sera confondue avec Ange, comme nous le montre un flashback de la série. Effectivement, durant leur jeunesse, Ange et Princess sont devenus amis et se ressemblant comme deux gouttes d'eau, voudront faire des farces aux domestiques. Or, Ange venait des bas quartiers alors que Princess fait partie, comme son nom l'indique, du sommet de la noblesse. Et lors d'un drame survenu au château, les deux seront confondus et échangeront de rôle. La misérable des bas quartiers deviendra princesse alors que la noble finira à la rue. Ainsi, Princess va en un rien de temps être lâchée dans un monde totalement différent qu'elle ne connaît pas et ce plan est juste fantastique. Heureusement, sur un refrain des plus entraînants, ses amis vont lui venir en aide, une fois de plus, avec sur leur visage le reflet de leur personnalité. Ensuite arrive mon plan favori de tout l'opening, celui dans lequel on voit Ange secourir Princess et qui se transforme en lézard noir. Référence notable au nombre incalculable de fois où Ange justifiera n'importe quoi sur le fait qu'elle vienne de la planète du lézard noir. Une excuse pour ne pas dévoiler quelconque vérité qu'elle aimerait garder pour elle et ne pas dévoiler son passé duquel elle souhaite se détacher. Le lézard noir est également une façon, comme a dit Tachibana, le directeur de l'anime, d'expliquer l'étrange et unique personnalité du personnage. Mais le fait qu'on voit Ange se transformer réellement en lézard accentue le fait que c'est une réelle menteuse, qui lui arrivera de mentir aux autres et à elle-même. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir les crocs du lézard qui se referment sur Princess. C'est un très bon message assez subtil qui nous est transmis au travers de cette séquence qui représente en réalité comment fonctionne le mensonge. Quand les crocs du lézard se referment sur toi, tu ne peux plus t'en défaire. Comme un mensonge dont on ne peut plus se détacher une fois qu'on l'a évoqué. Comme le mensonge important sur la vie des héroïnes dont elles ne peuvent se défaire, mais qui les ont également sauvées d'une certaine manière. Sauvées, tout comme Ange sauve Princess à la fin de cette séquence. S'il faut retenir un seul message de ces quelques secondes, c'est qu'une fois pris au piège dans un mensonge, il est difficile de s'en défaire. Mais c'est un pari à prendre qui les ont également sauvées. Après, Ange parvient à se retrouver aux côtés de Princess et décide de se retourner, s'armant de son pistolet comme si elle allait tirer, mais la question est de savoir pourquoi se retourne-t-elle vers ses trois camarades. Ce plan est en réalité un énorme clin d'œil au dernier arc de la série, durant lequel Ange est prête à tout pour sauver Princess, quitte à trahir ses supérieurs, abandonner la mission dont le but est justement de tuer Princess, et Ange décidera donc de s'opposer aux autres filles. Un opening qui a deux doigts de se terminer et qui fait référence à la fin de la série également, on peut dire que c'est bien pensé. Après ce gros plan sur Ange et Princess, on retrouve une fois de plus des fleurs, facilement identifiables cette fois-ci étant donné qu'il s'agit de roses. Les voir apparaître juste après le plan précédent nous montre très clairement l'amour existant entre les deux jeunes filles. Certains y voient même un amour qui va au-delà de l'amitié. Beaucoup de fans fantasment un petit peu là-dessus au passage, et c'est vrai qu'on pourrait penser quand on regarde la série et avec ce plan dans l'opening qu'il existe une relation homosexuelle entre Ange et Princess, mais cela a été démenti entre guillemets par Tachibana, le directeur de l'anime, qui lors d'une interview a dit que lors de la création justement de cette œuvre, ils n'ont pas interprété les sentiments forts qui unissent nos deux héroïnes comme étant quelque chose de romantique, mais qu'ils laissent libre cours à l'imagination des fans et nous encouragent à penser ce que nous désirons. Avant de conclure et de vous expliquer 2-3 petites choses dans cette fin de vidéo, j'aimerais évidemment parler de la musique. En général, dans ce genre de vidéo, je ne m'y attarderai pas, sauf si quelques détails au niveau des lyrics sont utiles à mentionner, et si je décide de ne pas trop parler de musique, c'est pour la simple et évidente raison qu'il s'agit bien du seul élément 100% subjectif qui détermine notre avis sur un opening. Le seul facteur pour lequel j'accepte à tout moment le fameux « les goûts et les couleurs, ça se discute pas !» En revanche, pour l'opening de Princess principale, au-delà d'une musique que j'affectionne à titre personnel, l'opening The Other Side of the Wall est interprété à 100% en anglais, dans un anglais correct qui plus est, ce qui est un choix extrêmement pertinent pour un anime qui se déroule en Angleterre. Certaines paroles pourraient également se rattacher au personnage de Princess, notamment sur le
qui serait une référence au fait que Princess comprend à plusieurs reprises dans l'anime quand je lui mens, surtout quand elle fait allusion au lézard noir. J'apprécie tout particulièrement également la façon dont les paroles sont synchro avec le clip, notamment avec le... juste au moment où Ange rattrape Princess au vol quand cette dernière est lâchée dans le vide. En bref, l'opening de Princess principale est extrêmement intéressant d'un point de vue visuel et musicalement parlant. On peut évidemment ne pas apprécier la musique, mais elle a été pertinemment bien choisie pour l'anime qui est Princess principale. Nul doute qu'il fasse partie des meilleurs openings de l'année et je n'ai pas vraiment été étonné de le voir pour les nominer pour les Crunchyroll Awards. D'un point de vue esthétique, technique et créativité, il mérite largement sa place, contrairement à d'autres openings qui sont certes très plaisants à écouter, mais qui ont un niveau d'intérêt assez moindre dans les faits. Donc, que pouvons-nous retenir de cet opening et même globalement de cette vidéo? Alors certains d'entre vous, et j'ai été comme ça aussi, ne font pas vraiment attention au clip et ne jugent que par la musique quand ils parlent d'opening. Et évidemment, pour un clip musical, on ne peut exclure ce facteur, car un clip musical se compose évidemment d'un clip et d'une musique. Logique. J'aimerais au travers de cette série vous donner envie de faire plus attention à ce que l'on peut trouver au sein d'un opening d'anime, car Princess principale, au-delà d'être exemplaire avec un opening qui fait totalement son taf concernant la présentation de ses personnages et l'introduction de son univers, ce qui me fait dire notamment que chaque opening en réalité devrait ressembler à cela, afin de donner une idée au spectateur de ce qu'il s'apprête à voir, et bien cet opening renferme un tas de références à l'ensemble de l'anime dont il est issu, et de détails intéressants, comme on a pu le voir notamment avec les fleurs. Sinon en réalité, vous n'y faites probablement pas tous attention, ce n'est pas un reproche, mais ce qu'il se trouve dans les openings, ou du moins dans les bons, n'est jamais laissé au hasard, et il y a parfois tellement à dire sur eux. Au risque de me répéter, un opening est un ensemble regroupant musique et clip. Il serait dommage de ne pas s'attarder sur ce dernier, qui est souvent bien plus intéressant et est un critère bien plus objectif que la musique, pour juger de la qualité d'un opening, sans pour autant délaisser la musique, évidemment. Je pense que vous avez un petit peu saisi l'idée. Ce concept me tenant assez à cœur, j'aimerais que vous me donniez votre ressenti dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, et également quels openings voudriez-vous que j'analyse prochainement si vous en avez envie, à savoir que je ne m'attarderai pas sur les openings dont a déjà parlé Mother's Basement afin de ne pas être du coup accusé de plagiat, ce qui serait le cas à ce moment-là si j'ai vu ces vidéos avant. N'hésitez donc pas à mettre vos propositions en commentaire. J'aimerais aussi faire un énorme big up à mon très cher ami Teromic qui lors d'une grande discussion concernant Princess principale et son opening a permis à cette analyse d'être aussi complète. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube en cliquant en haut à droite ou via le lien dans la description. Sur ce, en espérant une nouvelle fois que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.